à tous, bienvenue dans notre nouveau magazine Grand Angle. Ils sont mineurs étrangers, ils campent depuis plusieurs jours ouvertement dans Paris pour protester contre leurs conditions d'accueil. On les appelle les migrants mineurs étrangers. Des enfants qui fuient, très souvent de danger, souvent aussi prisonniers de procédures très longues. Et c'est le dossier de la rédaction. Avec nous, Geneviève Avenard, défenseur des droits, adjointe défenseur des enfants. Merci d'être avec nous infiniment. Je vous propose en fait tout de suite, Geneviève, de regarder le parcours de plusieurs jeunes migrants. Ils sont arrivés en France tout récemment. Parmi eux, il y a un jeune Afghan, Latif, qui a réussi à être accueilli par une famille de bénévoles. C'est un sujet de Frédéric Volcker. Ils ont traversé des montagnes, la mer, des frontières par dizaines. Ils savent d'où ils viennent, mais pas toujours où ils vont. Ils quittent pour la plupart l'Orient, les Balkans et l'Afrique. Pendant la dernière décennie, l'Europe de l'Ouest a vu des centaines de milliers de ces migrants, fuyant la guerre ou la misère, arriver sur son sol. Mais comment la France les accueille-t-elle ? Des dispositifs existent pour les demandeurs d'asile ou encore pour les mineurs reconnus comme tels. Mais une catégorie est à la fois particulièrement vulnérable et oubliée. Les jeunes migrants qui affirment n'avoir pas 18 ans, mais sont en attente de jugement. Sur les bords du canal de Saint-Denis, juste au nord de Paris, les tentes de camping, devenues un des symboles de la crise migratoire, s'amassent par dizaines, tous les jours plus nombreuses, jusqu'à quelques centimètres du bord de l'eau. Un adolescent, la voix fatiguée, tout juste arrivé en France, accepte de nous parler. J'ai 15 ans. Je suis arrivé il y a 3 jours. Je comprends pas les gens qui ont tué mon père. Mon espoir, c'est de vivre en sécurité. Juste vivre dans un endroit sûr. Je veux juste étudier. Mais le plus important, c'est dans un endroit sûr. Heureusement, des militants associatifs, des bénévoles, touchés par les drames humains qui se jouent au coin de la rue, interviennent pour fournir une assistance, un repas, un lit à ceux qu'ils peuvent aider parmi les milliers de mineurs isolés étrangers qui résident en France. J'ai commencé en fait quand il y avait les camps à Paris, quand il y a eu la grosse crise un peu, je pense comme tout le monde. Et à un moment, c'est juste le matin, c'est plus possible de plus agir en fait, d'être juste là sans rien faire. Nous, ce qu'on demande les associations, c'est que ces mineurs, ils soient présumés mineurs jusqu'à la décision du juge en fait. Et ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas de centre d'hébergement pour ces jeunes qui se disent mineurs et qui sont évalués majeurs. Ils sont dans un no man's land en fait, administratif et de situation. On demande que l'État prenne en charge ces jeunes et les mette à l'abri et les protège. Janvier dernier, en plein hiver et en pleine nuit, le camp de fortune de la porte d'Aubervilliers était évacué par la police parisienne. C'est là, au milieu des ordures, des rats et des fumées du périphérique, que dormait Latif, un jeune Afghan qui a fui son pays et la guerre. Aujourd'hui, grâce au travail des associations, il a trouvé une famille d'accueil. C'est bon. Regarde l'omelette qu'il a faite hier, comme elle est belle. Bon alors ? Ça s'est bien passé, hein ? Quand mon oncle m'a donné au passeur, il m'a décrit ce voyage comme facile. Il m'a dit que je serais en voiture, que je n'aurais pas à marcher, que ce serait tellement facile, qu'il fallait juste franchir une montagne et qu'on arrivait à destination. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai traversé l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Italie et puis la France. J'ai été à la rue pendant 2 mois ou plus. Je veux juste dire merci à Bertrand et Pascal parce qu'ils m'ont aidé quand il n'y avait personne pour m'aider. Je suis juif tunisien. Dans les années 60, on s'est fait jeter de Tunisie, donc on est arrivé en France. Et ça a été aussi un passage un petit peu difficile pour nous, même très difficile. Mais on s'en est sorti. Et du coup,
Maintenant, on a cette envie, cette ouverture et cette envie d'aider ceux qui vivent cette expérience un petit peu douloureuse. L'État français ne peut pas ne pas savoir que ces enfants-là sont dans la rue. Voilà. Et moi, savoir qu'un enfant est dans la rue en train de crever de froid en pleine nuit, c'est pas possible humainement. Eux nous ont apporté beaucoup. Ces enfants-là, de par leur parcours, de par leur reconnaissance et de par leur envie de s'intégrer, nous ont montré une image complètement différente de l'image d'Épinal, du jeune qui débarque en France et qui vient envahir la France. Quand d'autres jeunes comme Latif ne sont pas reconnus comme mineurs par l'administration, leur seul recours est de se tourner vers un juge pour tenter d'obtenir une protection. Une longue errance les attend. Dans certaines juridictions, plus de la moitié des jeunes obtiendront finalement le statut de mineur en appel, après avoir été laissés à la rue pendant des mois par l'État. Est-ce qu'il a eu de la chance, Geneviève, ce jeune Afghan, Latif ? Oui, on peut dire d'une certaine manière, même s'il a décrit une situation effectivement très, très, très traumatisante. Mais d'une certaine manière, oui, puisqu'il est maintenant accueilli dans une famille de bénévoles qui l'entourent d'attention, qui lui permettent de se reconstruire, en tout cas de se construire une vie ici et de se préparer à un avenir. Dans quel état est-ce qu'on les récupère ? Parce qu'ils sont passés par, il racontait, une dizaine de pays, ils vivent des choses atroces, parfois ils sont obligés de payer, on ne sait pas tellement comment, donc on imagine le pire. Et voilà, comment on les récupère ? Déjà psychologiquement. Quand ils arrivent en France, c'est après un long parcours migratoire extrêmement traumatisant, semé d'embûches, semé de dangers. Souvent, ils ont été abusés, notamment les passeurs ont eu des attitudes complètement... ce sont des jouets entre leurs mains. Souvent, ils sont victimes de violences. Ce jeune Afghan n'a pas traversé la Méditerranée, mais dans les récits qu'ils nous font, quand il traverse la Méditerranée sur des esquifs vraiment très, très fragiles, il voit la mort de près, il voit des personnes à côté d'eux mourir, il souffre de la faim, il souffre de la soif, il souffre de la peur qui s'ajoute au fait qu'ils aient quitté leur famille, leur environnement, leurs amis, et que, effectivement, contrairement à ce qui a pu être dit par les passeurs, et qui rapportent très bien, eh bien ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'épreuves. Donc, ils arrivent en France... état de détresse. Dans un état de détresse. On peut parler de traumatisme, les psychiatres parlent de traumatisme, et donc ils présentent toute une série de difficultés qu'il faudrait prendre en charge tout de suite, Il faudrait absolument les mettre à l'abri quand ils arrivent, puisqu'ils ont un droit à une mise à l'abri inconditionnelle. Et quand ils arrivent, en tout cas sur le sol français, ils sont pour la plupart dans l'anonymat, n'ont pas de papier, ils ont voyagé dans des conditions difficiles. Comment est-ce qu'ils sont repérés, ces enfants ? Alors, ils sont souvent repérés. D'abord, il faut savoir que quand ils arrivent, toutes les portes ne s'ouvrent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, et en tout cas pas tout de suite. Et donc, ils vont errer. Ce sont des jeunes qui vont connaître de l'errance. Une errance, ils sont à la rue. Ils sont à la rue pendant plus ou moins un nombre plus ou moins important de semaines, voire de mois. Alors souvent, ce sont les associations qui vont les repérer. D'aide alimentaire. Voilà, aide alimentaire, des associations qui sont spécialisées dans le domaine de l'enfance, de l'enfance en danger. Il y a une répartition en fait des associations entre celles qui vont chercher à héberger, celles qui vont repérer. Me semble-t-il. Oui, il y a toute une série d'associations différentes, qui ont différents objets sociaux, effectivement, qui peuvent intervenir. Ce qui est important, c'est vraiment qu'elles existent. Elles font un travail formidable, ces associations, parce qu'elles sont là, c'est le premier, j'allais dire, visage d'un adulte de confiance que ces jeunes vont rencontrer en arrivant sur notre territoire. Et donc, effectivement, c'est très important qu'ils les rencontrent, qu'ils leur permettent tout simplement de manger, de boire, de dormir. Parce que,
tout à l'heure j'évoquais les violences, les risques de violence, il y a toujours un risque de traite des êtres humains, de prostitution ou à n'importe quel endroit. À n'importe quel endroit. Ici, on a les policiers ici, aussi, on a des maraudes. Oui, c'est une espèce de panachage qui s'organise. Tout à on ne sait pas trop comment. Tout à fait. Il y a effectivement, vous prononcez le mot de maraude, des associations organisent des maraudes dans différents endroits, dans les quartiers où se trouvent ces jeunes, où on les repère. J'ai souvenir quand le campement de la jungle à Calais existait, qui avait été mis en place également des maraudes, ça c'est extrêmement important, mais ils peuvent aussi être tout simplement arrêtés par la police. Et c'est une chance pour eux finalement, puisqu'après de ce premier contact va découler leur contact avec l'administration qui va pouvoir les protéger. Alors l'administration, justement, c'est compliqué, c'est complexe. Souvent, d'ailleurs, les gens ne comprennent pas pourquoi ces gamins sont dans les rues, sur des temps d'attente de procédure. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer, nous faire un peu de pédagogie sur ce qui attendent ces enfants? Et puis, est-ce qu'il y a des différences suivant les nationalités? Si je suis afghan, est-ce que j'ai droit à une procédure d'asile qui ne sera pas la même, ou, vous voyez, que si je suis, par exemple, issu du continent africain? Alors là, déjà, pour répondre très clairement à cette question, non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Non, du tout. Il y a une loi qui existe, qui est la loi de mars 2016, qui prévoit que ces enfants, ces personnes qui arrivent sur le territoire français et qui se disent mineurs et sans accompagnement, sans adultes pour les accompagner, pour les soutenir, eh bien que ces personnes, elles doivent bénéficier d'une évaluation socio-éducative qui doit être conduite par et donc ça c'est conduit par les services de l'aide sociale à l'enfance, ou directement ou par délégation, puisqu'ils peuvent confier cette mission à des associations habilitées. Cette évaluation socio-éducative, elle doit être conduite d'après la loi et les décrets d'application par des personnels formés, qualifiés, qui sont aussi formés au traumatisme, à la question du traumatisme. Et elle doit permettre d'identifier d'une part la situation de minorité et d'autre part la situation d'isolement. La difficulté souvent, c'est que dans l'entretien socio-éducatif, qui doit intervenir théoriquement dans les 5 jours de l'arrivée du jeune, alors on sait très bien que c'est pas vrai, enfin ça n'est pas la réalité, d'abord parce qu'ils ont erré avant longtemps dans la rue, eh bien dans cet entretien socio-éducatif, on va demander aux jeunes de parler de leur parcours. Et ce que nous notons, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous recevons, le Défenseur des droits et moi-même, nous recevons tous les ans, sur les 3000 réclamations qui concernent les droits des enfants, environ un petit peu moins de 400 réclamations qui portent sur des mineurs non accompagnés. Donc on a une vision très, très large de la situation. Et ce que nous voyons sur ce point, c'est que ces jeunes, eh bien, quand ils décrivent, quand ils narrent leur parcours, souvent ils ne sont pas crus. Ce qu'ils racontent est toujours sujet de suspicion, de méfiance, qui s'ajoute autant à une violence. Voilà. Qui est rapporté effectivement aussi par les avocats spécialistes, qui expliquent que normalement il y a forcément de l'incohérence psychiatrique, psychologique quand on a vécu des traumatismes forts, et qu'effectivement c'est souvent très peu compris sur la partie administrative. Concernant les statistiques, Geneviève, alors c'est difficile, elles ne sont pas forcément fiables, et pour cause. À combien est-ce qu'on peut évaluer finalement le nombre d'enfants pris en charge en France aujourd'hui ? Alors, le nombre d'enfants pris en charge, on peut l'évaluer. Il y a une cellule nationale des mineurs non accompagnés auprès de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, donc qui tient un décompte exact des jeunes dont ils ont connaissance, mais ce sont quand même des statistiques. Aujourd'hui, en 2019, c'était environ 17 000, ou un peu moins de 17 000 enfants. Moins de 20 000 enfants pris en charge. Voilà. Ce qui est important de voir, c'est l'évolution qui a existé à un moment donné. Entre 2015 et 2017, par exemple, il y a eu 85% d'augmentation des arrivées de mineurs non accompagnés. Mais c'était au moment où il y a eu vraiment une montée en puissance des flux migratoires vers l'Europe, pour différentes raisons. Voilà, c'est le chiffre sur lequel on s'accorde en général. Moi, j'ai envie de dire pour la France qu'il faudrait ajouter à ce chiffre qui concerne le territoire métropolitain, et il faudra ajouter les quelques
3 000, 4 000, 5 000 enfants qui arrivent sur le territoire de Mayotte en provenance des Comores. Concernant toujours ces statistiques, ce que l'on arrive à déceler, c'est qu'on a une grande majorité d'enfants, du coup, de très très jeunes adultes, qui ont entre 16 et 18 ans. Et c'est difficile de ne pas se dire qu'il y a un filon pour les passeurs. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, pardonnez-moi l'expression, mais de se dire mineur pour obtenir une prise en charge d'aide à l'enfance ? Ben écoutez, oui, ça vaut le coup parce que l'enjeu, c'est quoi ? C'est de dire, est-ce qu'on les considère comme des étrangers d'abord, ou est-ce qu'on les considère d'abord comme des enfants ? Des enfants, ça veut dire qu'on a des obligations vis-à-vis d'eux, qui sont d'ailleurs des obligations qui sont contenues dans le fait que la France ait ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, comme pratiquement tous les pays d'ailleurs au monde. Et ces obligations, c'est de protéger et de permettre à ces enfants de grandir et de s'insérer et d'avoir un avenir. Voilà. Ouais. Et le fait que, effectivement, le fait que des passeurs utilisent et jouent aussi... Se passe le mot, en fait. Voilà, tout à fait. Ne doit pas avoir d'incidence sur le respect, en tout cas la position qui doit être celle de les respecter d'abord a priori comme des enfants. La loi, elle dit que le bénéfice du doute doit profiter aux personnes intéressées sur leur minorité. Et c'est ce que le Conseil constitutionnel en France vient de redire, de réaffirmer très clairement, que le bénéfice du doute doit leur profiter. Malheureusement, le bénéfice du doute ne leur profite pas toujours. Le climat de méfiance ou de suspicion que j'évoquais tout à l'heure, il se traduit notamment dans, vous parliez des papiers tout à l'heure, dans l'analyse et la prise en considération de leurs documents d'identité, parce qu'ils ont des documents d'identité, enfin carte d'identité, que sais-je. Et ce que nous constatons au travers des réclamations que nous recevons, c'est que de plus en plus, ces documents d'identité sont contestés par les autorités publiques, donc font l'objet d'analyses, alors que normalement, ils devraient être probants au regard de la réglementation. Et la deuxième chose que nous constatons, c'est que, alors que les tests d'âge osseux, d'expertise osseuse devraient intervenir en dernier ressort, ils sont souvent prescrits dès l'arrivée du jeune, ou pratiquement à l'arrivée du jeune, dans le cadre de l'évaluation, comme une disposition de l'évaluation socio-éducative, alors que ce sont des actes qui sont posés, qui nous semblent, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, qui nous semblent contraires à la dignité et à l'intégrité physique et morale de ces jeunes. Alors, puisqu'on parle de dignité, comment est-ce qu'on explique finalement qu'on a des enfants sur des longues procédures qui sont toujours dans la rue ? Alors on l'explique parce qu'il y a des délais. C'est choquant ou pas c'est choquant. On se retrouve avec des enfants qui protestent dans Paris pour leurs conditions d'accueil, en fait. C'est évidemment très choquant, surtout que quand les délais s'ajoutent aux délais. Alors déjà le premier délai qui est un délai le délai de la mise à l'abri, c'est-à-dire que le temps qu'il soit repéré, etc. Ensuite, il y a le délai de l'évaluation socio-éducative. Et certains ne peuvent pas... Alors d'ailleurs, certains n'en bénéficient pas, puisqu'il y a des refus de prise en charge au guichet, on appelle ça au guichet, c'est-à-dire sur l'apparence physique, le faciès, de premier abord, sans aucune évaluation ni examen quel que soit. Voilà. Même des papiers, etc. Ensuite, il y a le délai de l'évaluation. Et pendant ce délai d'évaluation, souvent, les jeunes ne sont pas protégés, ne bénéficient pas d'un hébergement. Ce qui fait qu'ils vont retourner à la rue. Ils sont entrés dans un processus pour leur permettre d'être connus, mais ils repartent à la rue. On va écouter justement... Ou dans un hôtel, dans des hôtels sociaux, parce que ça aussi, c'est aussi une triste réalité. Dans des hôtels sociaux, je dis sociaux parce qu'on les appelle comme ça, mais ils ne sont pas très sociaux en fait, qui sont souvent des lieux insalubres, des lieux, les jeunes nous rapportent des lits, ce sont des foyers, en fait. Voilà, plus que des hôtels. Voilà. Et oui, les jeunes nous rapportent des situations dans lesquelles il y a des punaises de lit, etc. Maître Delanoë-Daoud, Catherine Delanoë-Daoud, elle est avocate spécialiste en droit des enfants et droit d'asile. Elle tape un petit coup de gueule quand même. C'est pas de leur faute si ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Avec le Covid,
on a mis 3 mois de plus pour audiencer les délais. C'est pas de leur faute si ensuite, quand on va analyser leurs documents, il va encore falloir 1 mois de plus. C'est pas de leur faute si on fait une expertise d'âge osseux, parfois il faut encore attendre 1 ou 2 mois de plus. Et tout ce temps-là qui est du temps perdu pour eux, c'est très très long. On attend, on se dit ça y est, je vais enfin pouvoir me poser, pouvoir dormir quelque part. Mais non, tout ce temps-là, ils le passent encore dans la rue. Alors que plus de la moitié d'entre eux, d'après ce que nous voyons en tant qu'avocats à Paris, plus de la moitié d'entre eux, d'entre ceux qui vont devant le juge des enfants, vont finalement convaincre le juge des enfants du fait qu'ils sont mineurs. Mais tout ce temps-là qu'ils ont passé, en attendant ce recours devant le juge des enfants, qui est pourtant un recours de droit, eh bien, ils le passent à la rue, sauf s'ils ont la chance de croiser des associations comme celle dont on parlait tout à l'heure, la CASA, ou les Midi du Mi, ou la TIMI, ou MSF, etc., qui pallient les carences du département. C'est le département qui devrait héberger ces jeunes. Et ils sont en attente d'une décision du juge des enfants et on les laisse dans une maltraitance supplémentaire. Des jeunes qui ont déjà un parcours tellement dur, c'est insupportable de se dire qu'on continue à leur infliger des blessures dont ils auront encore plus de mal à se remettre par la suite. Donc la solution, la préconisation, au lieu de demander aux associations, ou pire, s'ils n'étaient pas là, les associations, les jeunes, ils peuvent être pris en charge par des gens bien plus maltraitants. Et il n'y a pas très longtemps, en 2016, on déplorait la disparition de 10 000 mineurs isolés étrangers dans l'Union européenne. Les réseaux, on ne sait pas qui savent s'occuper de ces jeunes pour les faire travailler dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on souhaite pour des enfants, mais qui sont inadmissibles chez nous, en France. On ne devrait pas laisser ce genre de choses arriver. Qu'est-ce qu'ils font les départements alors du coup, Geneviève ? Alors les départements, pour les départements, la protection de l'enfance, donc de ces enfants, est une de leurs missions, importante, de leur mission, je dirais, principale, si je puis dire, en matière de sociale. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils font face à une situation effectivement d'afflux important de mineurs. Parce que ça coûte combien ? Pardon de parler comme ça, mais puisque c'est un problème de budget, on a évoqué qu'il y avait à peu près 20 000 maximum enfants pris en charge. Dans le cadre de l'aide sociale, ça coûte combien pour finalement ne pas permettre à ces mêmes gosses comment on fait pour leur éviter d'être à la rue sur des périodes qui vont entre 6 mois, 1 an ? Alors, je crois que ce sont deux choses différentes, mais en tout cas sur le je veux dire sur le prix, combien ça coûte, c'est surtout, c'est une question un peu compliquée. Je vais essayer d'être claire. Déjà dire que ces enfants, ce que je regrette et ce que je déplore et ce que nous observons régulièrement, c'est qu'ils ne sont pas traités comme les autres enfants au niveau de la protection de l'enfance. Ils sont traités comme une globalité, les mineurs non accompagnés, en déniant leur individualité, leur personnalité, leur parcours spécifique, leur singularité. Ça me semble vraiment... Et donc, on leur dénie quelque part leur humanité. Non. Mais on n'est pas capable de payer ensuite, un budget pour... il y a des budgets dans les départements, mais souvent, ce qui nous remonte, alors il y a de très belles... Il y a des enfants qui sont accueillis en accueil familial, donc par des professionnels du département, qui sont accueillis dans des foyers. Bon, tout ça... c'est pas ce qui nous remonte en termes de réclamation. Nous, ce que nous voyons, et ce qui vient pour lesquels nous sommes saisis, en particulier, nous sommes saisis par des associations, également par des avocats aussi, qui s'appuient sur le défenseur des droits pour faire avancer les situations des personnes. Voilà. Ce que nous voyons, c'est que on a donc des hébergements souvent à l'hôtel ou dans des foyers qui sont des foyers dans lesquels il n'y a pas d'accompagnement éducatif. Donc les conditions en elles-mêmes ne sont pas forcément idéales. En plus, ils sont seuls. Il y a une notion vraiment très importante de solitude, de non-accompagnement de ces jeunes, considérant que en fait, on les traite à part. Il y a une sorte d'exclusion de ces jeunes. Alors, pas partout, je veux pas, voilà, mais en tout cas, c'est suffisamment important et ça concerne suffisamment de départements pour que je puisse le dire comme cela. Et ça coûte combien ?
Alors la Vous protection... avez tendance à... Non, mais parce que la protection, j'ai pas fait un calcul, si vous voulez, c'est pour ça que je peux pas vous répondre. La protection de l'enfance, c'est plusieurs milliards d'euros tous les ans au plan national. Ces jeunes, ils représentent quoi? Ils représentent 10% des mesures de protection de l'enfance. Donc, on ne peut pas dire que ce sont eux qui plombent les finances des départements. Voilà, ce que je peux dire, c'est ça. Voilà. Est-ce que la crise du Covid a ralenti encore toutes ces procédures? Alors, oui. Alors, d'un certain côté, elle a freiné les nouvelles arrivées. Bon. Mais sur les procédures, oui, très clairement. Très clairement, nous avons été alertés sur cette question, avec des jeunes qui étaient à la rue, sans aucune protection, et qui étaient donc encore plus, susceptibles d'être victimes, justement, d'une contamination, etc., etc. Nous avons été également alertés sur des comportements dans certains endroits où ces jeunes étaient confrontés à des prescriptions extrêmement autoritaires de la part des départements ou des foyers dans lesquels ils se trouvaient, qui étaient complètement... en fait, ils étaient considérés comme des foyers de contamination et pas comme des enfants à prendre en compte et à considérer. Alors, bon, on a aussi ceux qui arrivent à s'insérer ou à se réinsérer. On privilégie les formations courtes. Qui les prend en charge? Comment ça se passe quand ça se passe bien, quand même? On va parler aussi de choses positives. Oui, parce qu'il y a des choses qui se passent bien. Alors, à partir du moment, en fait, c'est comme un parcours du combattant. Je dirais que c'est leur deuxième parcours. Après leur parcours migratoire, eh bien, ils ont après à affronter ce deuxième parcours semé d'obstacles, de temps, etc., de dangers. Mais une fois qu'ils sont pris en charge de l'aide sociale à l'enfance, moyennant qu'ils le soient dans les conditions, qu'ils ne soient pas des structures à bas coût, spécialisées pour eux, mais qu'ils soient pris en charge dans l'ensemble du dispositif de protection de l'enfance, pour peu qu'ils soient accompagnés véritablement avec un référent éducatif en qui ils puissent avoir confiance, etc., ils peuvent s'insérer, ils peuvent retrouver, poser leurs valises, se ressourcer et se construire. Et en particulier, la scolarité est un élément extrêmement important, puisque bien sûr, de la scolarisation ou de la formation professionnelle va dépendre leur avenir. Alors c'est vrai, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, beaucoup arrivent entre 16 et 18 ans. Donc, ce qui est souvent opposé par les collectivités, c'est le fait que ces 16 ans, c'est la fin de l'instruction obligatoire. Et nous, on dit que non. On dit qu'il faut absolument qu'ils bénéficient, qu'ils soient, d'ailleurs, dès qu'ils arrivent, le plus tôt possible, dès qu'ils sont repérés, il faut qu'ils soient mis à l'abri, mais même si l'évaluation n'a pas été finalisée, il faut qu'ils puissent être orientés tout de suite vers les CIO ou les CASNAV, enfin des centres qui vont leur permettre de passer des tests au niveau compétences, capacités. Ensuite, qu'ils soient inscrits très rapidement dans des établissements scolaires pour qu'ils ne perdent pas de temps, justement pour éviter que le temps ajoute encore à leurs difficultés. Et vers quel type de métier, finalement, on les oriente? Alors, souvent, on les oriente vers des métiers des formations de courte durée, mais vous savez, c'est la même chose pour tous les enfants de l'aide sociale à l'enfance, ils sont souvent orientés vers des formations courtes parce que ça coûte moins cher. Il y a une question de coût, alors qu'ils ont d'autres projets et d'autres rêves. Ceci dit, les enfants que je connais, les mineurs non accompagnés que je connais, beaucoup souhaitent avoir des métiers tout à fait avec des formes ne nécessitant pas de grandes formations. C'est beaucoup. Enfin, moi, je pense à un jeune homme qui est garagiste, une jeune fille qui est boulangère, etc. Et c'est tant mieux, c'était leur projet. Et puis après, de revenir dans leur pays, peut-être un jour, avec cette compétence pour pouvoir exercer ce métier dans leur pays. Mais ce qui ne va pas, c'est a priori, de considérer qu'on doit les cataloguer dans une filière courte, de manière à ce qu'ils sortent le plus vite possible. Voilà. Très bien. On va revenir à la case départ et vous allez comprendre un peu les motivations de départ. Exemple au Tchad avec un sujet de notre correspondant Théophile Kadnoumba. Ils sont tous jeunes, des adolescents, sportifs,
détenteurs de kiosques, vendeurs de comprimés, bref, des jeunes débrouillards, tchadiens, centrafricains, congolais, pour ne citer que ceux-là. Ils sont des centaines et des milliers en N'Djamena et dans presque toute la ville du Tchad à rêver d'un avenir meilleur hors du continent africain, plus précisément en Europe. Je rêve un jour d'aller en Europe, de devenir un grand basketteur et avoir d'argent pour soutenir ma famille. Je rêve pas d'aller en Europe. Mon rêve, c'est de réussir ici au Tchad. Je fais ça, le taxi-moto, c'est pour faire l'économie et d'aller en Europe. En dépit de leur âge, ils nourrissent de grandes ambitions, celle de pouvoir traverser la Méditerranée et se rendre en Europe. Pour eux, c'est l'Eldorado et il faut coûte que coûte y arriver. Les passeurs libyens sont très méchants. Je compte passer par le Maroc, jouer à Casablanca, faire de l'économie pour envoyer à mes parents, puis aller en Espagne. Mon rêve est d'ouvrir une grande pharmacie et j'espère que c'est un bon début. Oui, l'Europe c'est le paradis. Il n'y a pas la guerre et là-bas les gens vivent bien. J'ai mon grand frère qui est là-bas. Il est parti par la Libye et il n'a pas dépassé 400 000 francs CFA. Moi aussi je compte partir par la Libye. Quant au risque, cela ne leur dit absolument rien, car ils estiment que la vie en elle-même est un risque perpétuel. Comme dit un adage, qui ne risque rien n'a rien. Quand je veux quelque chose d'important, je dois prendre des risques. Donc même s'il faut faire la prison, je vais tout faire pour arriver. Comme on le voit, on constate même là, le fait d'aller en Europe, il y a trop de risques. Il y a certains qui partent par des voies fluviales, maritimes, tout ça, ça crée des risques. Et on le voit tous les jours à la télévision. Galvanisés par leurs proches, qui envoient quelques souvenirs aux parents, ils croient y avoir un emploi et s'occuper des parents, rester au pays. Je vais travailler là-bas pour envoyer de l'argent à ma famille, pour qu'elle vive bien. Ils vont construire de belles maisons et vivre à l'aise. Je sais que la vie au début est difficile, mais je veux me battre. Je veux jouer là-bas, faire de l'économie, envoyer à mes parents. Aujourd'hui, plus de centaines, voire des milliers de ces jeunes ont sans doute pu traverser la Méditerranée au risque de leur vie pour se trouver en Europe, travailler et envoyer de l'argent à leur famille. Par contre, d'autres n'ont pas pu, jusque-là, faire signe de vie à leurs proches et amis, rester au pays. Quelles sont les motivations de départ, Geneviève ? Alors, il y a plusieurs types de motivations. Il y a des motivations économiques, c'est avoir un avenir, pouvoir aider sa famille à vivre. Donc ça, c'est à mon avis un moteur extrêmement important. Il y a aussi des motivations qui sont liées au contexte des pays, contexte de guerre, contexte notamment de guerre civile, contexte aussi de discrimination et de violences faites à des minorités qui font que ces minorités vont Citez-nous concrètement par exemple, de qui on parle. Par exemple des jeunes gens qui sont homosexuels ou LGBT, comme on dit, et qui peuvent qui sont susceptibles d'être victimes d'exactions de la part de leur gouvernement. Donc ils quittent. Donc je crois qu'il y a effectivement plusieurs raisons qui peuvent se cumuler, comme dans toute l'histoire des migrations, où on a eu des migrations avec tous ces motifs-là. Moi, ce qui me choque souvent, qui me choquait souvent, parce que je l'entends plus maintenant, parce qu'ils n'osent plus me le dire peut-être, c'était de faire un petit peu comme un tri entre les raisons valables et les raisons qui ne le seraient pas. Mais très souvent, oui, on évoque la guerre avec un grand oui, et pour le coup, les réfugiés économiques, c'est beaucoup plus complexe. C'est vrai, mais je crois que la planète, c'est la planète de tout le monde, et il faut vraiment... on récupère les problèmes du monde de plus en plus. Si on regarde, ça a toujours été finalement comme ça. Il y a toujours eu des mouvements migratoires importants avec effectivement à différentes époques. L'Europe est effectivement, pour beaucoup de ces jeunes et des moins jeunes, une sorte d'Eldorado. Est-ce que c'est toujours l'Angleterre qui est au top one de l'Eldorado des migrations ? Alors,
Mais qu'est-ce qu'ils ont Je dis oui et je dirais, et je ferai une réserve. Oui, pendant longtemps, hein, quand je rencontrais les jeunes qui se trouvaient sur le campement de la jungle à Calais, leur seul objectif, c'était de partir en Angleterre. Alors souvent, ils avaient d'ailleurs de la famille, hein, c'était en Angleterre, mais c'était parce qu'ils avaient l'assurance. En tout cas, ils avaient le sentiment qu'ils avaient l'assurance qu'ils auraient un travail et qu'ils seraient intégrés. Ce qui n'était pas le cas ailleurs dans d'autres pays. Aujourd'hui, avec le Brexit, c'est plus compliqué. Comment est-ce qu'on fait du coup? On passe où? Eh bien, la Normandie. Voilà, c'est ce qui explique que toutes ces traversées qui peuvent être observées entre la Normandie et l'Angleterre, là aussi au péril de leur vie. Est-ce qu'on a des nouveaux Eldorado qui émergent? Il y a eu... C'est vrai que ça évolue beaucoup. À la fois les pays dont partent ces jeunes, mais aussi les pays dans lesquels ils arrivent. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de véritable autre Eldorado. En tout cas en Europe, c'est l'Europe au sens large. Effectivement, il y a eu à un moment donné des pays de la Scandinavie qui ont été identifiés, ou l'Allemagne aussi a été, dans la mesure où l'État allemand avait ouvert un peu ses portes aux migrants, pas seulement aux enfants d'ailleurs, mais d'une manière générale. Et est-ce qu'on a des nationalités, des pays de prédilection pour certaines nationalités? Vous voulez dire de nationalité, Quelles sont les diasporas finalement les plus représentées en France aujourd'hui? Le Mali, je crois, est pas mal représenté. En 2019, le premier pays dont venaient les jeunes mineurs non accompagnés, c'est la Guinée, suivi du Mali. Et ça, aux alentours de 25%, un petit peu moins de 25%. Et ensuite, on retrouve la Côte d'Ivoire à 13%. Voilà, les trois premiers pays d'origine. On parle de plus en plus des migrants climatiques, notamment liés à des sécheresses. Dans quelle case vous les mettez? Est-ce que ça concerne aussi les mineurs? Alors, je pense, d'abord, je les mets dans la case migration économique. Parce que là, il y a aussi une question de survie, une question vitale, pour eux et pour leurs familles qui sont restées au pays. Et puis, j'ai oublié la deuxième question. Non, est-ce que ça concerne les mineurs? Est-ce que souvent c'est de l'indirect? Ce sont des familles qui voyagent dans des conditions tellement pénibles que parfois ça ne se passe pas bien du tout et qu'on se retrouve avec des mineurs isolés à la fin? Est-ce que c'est représentatif en fait pour les mineurs migrants? Je pense qu'on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour répondre à cette question. On est plutôt aujourd'hui encore sur des jeunes qui ont, puisqu'on parlait de migration pour des raisons économiques, des jeunes qui veulent apprendre un métier, qui veulent se former, qui veulent avoir une vie meilleure que dans leur pays d'origine, par exemple. Et c'est vraiment l'essentiel, je dirais, aujourd'hui des motivations que ces jeunes nous expriment. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie non plus, cette question-là climatique. Mais ce n'est pas forcément un sujet qu'ils évoquent en première intention. Vous parliez tout à l'heure de chiffres finalement à la baisse. Alors, quelles sont ces évolutions? 2015, finalement, il y avait des flux migratoires qui étaient plus importants. Quelles étaient les motivations de l'époque et pourquoi ça baisse maintenant? Alors, je pense que ça baisse pour plusieurs raisons, mais c'est la loi aussi de l'offre et de la demande, si je puis dire. Avec les politiques qui ont été mises en place par certains États en Europe, des politiques extrêmement restrictives quant à l'accueil de populations migrantes, du coup, ça a eu un effet effectivement bloquant sur un certain nombre de mouvements. Le fait aussi que, avec le recul, un certain nombre de familles se sont rendues compte et d'enfants se sont rendus compte que finalement ce que leur vendaient les passeurs, c'était pas la réalité et que il fallait peut-être être un peu plus prudent.
Je pense que là aussi, il y a tout un faisceau de raisons et qu'il n'y en a pas une seule qui pourrait expliquer tout ça. Là, en l'espèce, le Covid a fait que, avec l'absence de mouvements transfrontaliers, il n'y a pas eu de... On assiste à une baisse, ça c'est clair. Mais... Alors on va écouter Bertrand Badi, il est professeur à Sciences Po, je pense que vous le connaissez déjà bien, spécialiste des relations internationales et auteur notamment d'un livre intitulé « Quand le Sud réinvente le monde ». Pour lui, il faut régulariser toutes ces filières migratoires. On l'écoute. Vous savez, dans la longue histoire humaine, il y a eu une seule façon de régler des problèmes, c'est de créer des normes et des institutions. Et dès lors qu'un phénomène est irréversible, la migration est irréversible, le migrant c'est l'avenir du monde, eh bien il faut construire l'avenir du monde à partir d'une institutionnalisation de la migration. À partir du moment où vous institutionnalisez la migration, il n'y a plus de passeurs. Le jour où on a levé la prohibition de l'alcool, il n'y avait plus de trafiquants d'alcool parce que ce n'était plus rentable que de faire ce genre de trafic dès lors que la vie courante s'en chargeait. Eh bien, il faut que ce soit la même chose avec la migration. Et vous verrez aussi, dernière surprise, que le jour où les migrations seront institutionnalisées, elles seront moins fortes et moins pressantes. Est-ce qu'il faut, du coup, Geneviève, faire ce qu'elle dit, c'est-à-dire réguler toutes ces filières ? Mais c'est pas possible. Non, mais ce qu'il dit, moi, je trouve ça vraiment très intéressant et j'y souscris à 100%. C'est vraiment se dire qu'il faut pouvoir offrir des voies régulières d'immigration qui soient encadrées, qui soient respectueuses des droits de chacun. Hein. Et il faut que ça soit fait. C'est important que ça soit cette régulation et cette régularisation. Elle soit faite au niveau de l'Europe et au niveau international. Hein. Il faut vraiment que les institutions européennes déterminent des politiques qui soient des politiques qui vont dans ce sens, qui permettent effectivement d'identifier déjà qui sont ces personnes, de leur offrir les voies les meilleures pour qu'ils puissent se créer une autre vie dans des conditions ça voudrait dire meilleures. Quoi ? Ça voudrait dire que dès le point de départ, il y aurait déjà des guichets ? Il existe déjà des guichets. Je vous embête un peu, je vous taquine. Mais quand même, ça va se passer comme ça. Et qui pour prendre en charge tout ça, les problèmes de la planète ? Alors là, c'est pouce. Non. Est-ce que ça pourrait concerner des institutions comme, lui parle d'agence, est-ce que ça pourrait concerner l'ONU, les Nations Unies, qui pourrait finalement mettre la main à la pâte sur ces phénomènes-là ? Alors, c'est le rôle des Nations Unies au travers du Haut Commissariat aux réfugiés. C'est une de ses missions. Et d'un c'est aussi le rôle justement des institutions européennes, hein, qu'il s'agisse du Parlement européen, de la Commission européenne ou du Conseil de l'Europe. J'ai envie de dire, alors nous, c'est pas du tout, on n'est pas sur le même niveau. Le défenseur des droits, vous savez, est une autorité administrative indépendante de défense des droits. Il existe des défenseurs des droits, quelle que soit l'appellation d'ailleurs, un peu partout dans le monde, en particulier en Europe, puisqu'on a un réseau européen des défenseurs des enfants qui travaille sur ces questions d'enfants migrants. Et nous avons aussi, il existe aussi une association des ombudsmen et médiateurs de la francophonie qui a l'intérêt justement et l'avantage de travailler avec des représentants des pays du Nord comme du Sud. Donc c'est aussi intéressant quand on parle de flux. Hein, voilà. Et notre rôle, je pense que nous avons un rôle extrêmement important à jouer, d'aiguillon, de vigie, d'interpellation des pouvoirs publics au sens européen ou internationaux, des institutions européennes ou internationales, et bien sûr des institutions nationales, évidemment, pour qu'ils avancent sur cette question de voies d'immigration régulière. Parce que on ne les interrompra pas. Je suis complètement d'accord avec le professeur. C'est l'avenir, oui, les migrants ? Oui. Pourquoi c'est l'avenir ? De la mondialisation ? C'est parce que c'est la mondialisation. Est-ce que le phénomène des réseaux sociaux est un phénomène influenceur fort dans l'imaginaire collectif de ces gamins, en fait, aussi ? Oui, la planète est devenue toute petite. La planète est devenue toute petite. Et je crois qu'au lieu d'en avoir peur, se refermer sur soi-même, se replier sur soi-même, eh bien, il faut en tirer, pour
pour chacun, essayer d'en tirer tous les avantages et tous les points positifs, et il y en a de nombreux. Est-ce qu'on arriverait à s'entendre quand on voit déjà les difficultés au sein de l'Union européenne, s'entendre avec des institutions qui seraient beaucoup plus larges, telles que les Nations Unies ou autres? J'imagine que ça se passe d'ores et déjà. Mais comment est-ce que ça ne ferait pas trop de stratification en tout genre pour traiter de phénomènes particulièrement complexes, quasiment au cas par cas? Non, je crois que vraiment le rôle des organisations internationales comme l'ONU est un rôle fondamental. Le problème de l'ONU, c'est qu'aujourd'hui, il faut que le concert des nations soit un véritable concert. Et c'est pas un concert aujourd'hui? Non, pas forcément. Sur ces questions-là, non. Non, je crois qu'il y a... Est-ce que les politiques nationales prennent justement le pas sur quelque chose de plus global ? C'est vrai que les idéaux des droits de l'homme qui ont présidé à la création les idéaux de paix, les idéaux de fraternité qui ont présidé à la création de l'ONU après la Société des Nations, aujourd'hui on voit bien combien ils connaissent des petits coups de canif ou des accros. Voilà. Donc je crois qu'il y a, tous d'accord. On l'a vu même dans le cadre de Schengen. Oui. Avec des points chauds, Lampedusa, Calais, et des pays qui commençaient à manifester leur mécontentement d'être le point d'entrée de certaines filières. Du coup, comment se mettre d'accord ? Alors sur le règlement de Dublin 3 maintenant... Alors Dublin 3, il faut quand même un petit peu nous l'expliquer. Oui. On est en 2013. Oui. C'est un règlement qui prévoit que les personnes migrantes qui souhaitent déposer une demande d'asile la déposent dans l'endroit, dans le pays, devient celui le où on a premier déposé, pays dans lequel on a fait la procédure administrative de demande d'asile. Et pour nous, ça pose toute une série d'effets négatifs contradictoires, puisque ça ne permet pas, notamment, je parlerai des mineurs, de pouvoir bouger, changer de territoire. Ils sont un peu assignés à un endroit, et du coup, ça fait peser de telles responsabilités sur les États concernés, les quelques États qui sont des ouvertures, que ça devient ingérable pour eux. On pense du coup, à l'Italie, ils restent coincés dans des points de passage parce qu'ils se sont fait attraper, bien malgré eux. Et tout l'intérêt pour eux, finalement, c'est de rester anonymes pour arriver à l'Eldorado final. Oui, c'est un peu ça. Oui. Comment est-ce que ça, on peut y remédier ? Alors, nous, ce qu'on avait proposé, quand je dis nous, c'est le Défenseur des droits en France et puis le Réseau européen des défenseurs des enfants, c'est qu'il y ait des mécanismes d'enregistrement des personnes quand elles arrivent sur le territoire européen. Mais pas des mécanismes de type fichier, mais qu'en tout cas qu'on les repère, qu'on les identifie et que en fait on les protège. Notre idée c'était de les protéger. Oui, mais comment ? En quoi ces enregistrements finalement aideraient qui ? Eh bien, en tout cas, ils ne seraient pas dans un no man's land dans lequel ils pourraient être les victimes de réseaux de traite ou sous toutes ces formes ou de prostitution. Parce que le problème, c'est qu'ils n'existent pas, ils sont invisibles, ces enfants. Et donc ils sont à la merci à nouveau de tous les dangers. Maître Delanoë-Daoud nous disait tout à l'heure, 10 000 par an à disparaître, littéralement, et en plus sur le sol français. Je ne sais pas, je n'ai pas ce chiffre-là, mais c'est vrai qu'il fait froid dans le dos. Il fait froid dans le dos. Lié à l'anonymat. Vos préconisations pour l'avenir, Geneviève, comment vous voyez demain ? Comment je vois demain ? Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une approche, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, une approche internationale, une approche européenne, que les institutions européennes avancent de façon concertée et globale et solidaire sur ces questions, en lien avec les pays dont sont originaires ces jeunes. C'est toute la question aussi de l'amélioration de l'aide au développement des pays du Sud. Pour vraiment aussi, la France a augmenté sa participation, sa part consacrée à cette aide au développement, et c'est extrêmement important parce qu'il faut aussi
pour contrer les discours ou les rêves, même si ce sont des rêves fallacieux vers un Eldorado qui n'existe pas, eh bien, il faut donner les moyens aux personnes qui le peuvent, qui le souhaitent, de rester chez elles, dans leur environnement, dans leur famille, et d'avoir des conditions de vie dignes et satisfaisantes, et de réaliser leurs rêves. Mais c'est pas un peu naïf de penser ça à une échelle planétaire ? Écoutez, je pense que c'est peut-être naïf. Moi, je pense que c'est toute la grandeur de l'humanité que de la considérer avec bienveillance et avec peut-être naïveté, mais en tout cas, moi, je dirais bienveillance et un esprit de solidarité. En tout cas, nous, on a été ravis, Geneviève, de vous recevoir dans cette émission. Merci. Un grand merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite tout le meilleur, naïf ou pas. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau Grand Angle.